Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce LinkedIn Live. C'est une grande première pour SoWine. Nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats du baromètre SoWine Dynata 2021. Donc des chiffres qui sont attendus par beaucoup d'entre vous. Nous les avons catégorisés, donc nous allons à tour de rôle vous présenter ces données. Arnaud nous parlera de la consommation de vin par les Français, par l'ensemble de la population française. Sylvain fera un focus sur les spiritueux et sur le digital. Et puis quant à moi, je vous parlerai plus précisément des nouvelles tendances de consommation liées entre autres à l'année 2020 qui a été si particulière. Je vais donner tout de suite la parole à Sylvain qui va nous présenter notre partenaire Dynata et nous parler de la méthodologie de l'étude. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous compter aussi nombreux ce matin avec nous pour cette présentation exclusive et en avant-première des données du baromètre. Il nous importait évidemment de saluer notre partenaire Dynata, qui est un partenaire qui plus est fidèle, avec qui on collabore depuis maintenant plus de presque 10 ans pour cette 10e édition du baromètre. Alors Dynata, en fait, c'est, comme vous pouvez le voir à l'écran, des gens qui manipulent des chiffres et qui sont hyper costauds en chiffres et en données. Donc c'est disons, le partenaire qui assure la rigueur, la sécurisation des données. Et qu'est-ce que Dynata? Eh bien, c'est le leader mondial en matière de recueil de données panélisées. C'est la plus importante plateforme d'insight et de données first party au monde. Donc hyper sérieux et hyper robuste dans la capacité à nous offrir en fait un panel représentatif. Et pour du coup ma maman, si elle nous regarde, dans notre jargon, eh bien first party, ça veut dire que c'est un accès direct en fait à la donnée, ce qui garantit la meilleure qualité et le fait d'aller parler au plus près. Alors effectivement, en termes de méthodologie, chaque année on étudie un public représentatif de la population française. Cette année, les dates du terrain datent de décembre 2020. Et nous avons étudié du coup le retour de 1005 Français représentatifs de la population française, de la critère d'âge et de sexe, sur la théorie des quotas représentatifs de la population française 18-65 ans. Pardon pour avoir un petit peu fourché là-dessus. Alors ce qu'il fallait aussi vous dire, c'est qu'on est hyper rigoureux et ces données sont hyper costauds. Grâce à Dynata, mais que pour autant, bien, il s'agit d'une étude sur un panel avec du coup des informations qui sont déclaratives. Donc c'est intéressant puisqu'en fait on va avoir le pouls et la mesure de ce que les Français pensent en matière de vin, en matière de spiritueux, et ça sur les informations qu'ils vont vous livrer de manière déclarative. Et bien entendu, il ne s'agit pas de données issues de tickets de sortie de caisse. On est vraiment sur le pouls, sur une question de sondage d'opinion dans le rapport global que les Français ont avec le vin. Et bien justement, ce rapport des Français avec le vin, qui est un des thèmes évidemment constants de l'étude et du baromètre depuis maintenant 10 ans, c'est un thème qui va ouvrir cette présentation et je vais céder la parole à Arnaud pour cette partie. Alors Arnaud, quel est le rapport des Français avec le vin ? Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, les premiers grands chiffres de notre baromètre, ils concernent la place que le vin occupe dans la vie des Français. Et on va commencer tout de suite par une bonne nouvelle. C'est que le vin reste bien la boisson alcoolisée préférée des Français. Ils sont 50% à le placer en tête et à le placer comme leur boisson alcoolisée préférée. C'est même en légère progression de 2 points par rapport à l'édition 2019. C'est une avance finalement assez confortable et assez significative vis-à-vis de la bière, qui est seconde à seulement 39%. Alors ce qu'on observe aussi, c'est que le champagne tient bien sa position de 3e boisson préférée devant les cocktails avec 33% et encore en croissance de 3 points par rapport à 2019. Un second grand chiffre qu'on souhaitait mettre en avant, et c'est également une excellente nouvelle, c'est que les Français déclarent de plus en plus s'intéresser au vin et à l'univers du vin. Il y a 2 indicateurs qu'on suit depuis le tout début du baromètre il y a une dizaine d'années. Le premier, c'est la connaissance du vin. On demande aux consommateurs s'ils se déclarent néophytes, c'est-à-dire ne pas s'y connaître, amateurs éclairés ou connaisseurs. Et ce que l'on constate, c'est que le nombre de personnes qui se déclarent amateurs éclairés a significativement augmenté au cours des 5 dernières années, puisqu'elle est passée de 37% à 51% en 5 ans.
Et même si on fait un zoom sur la tranche des 26-35 ans, donc c'est vraiment le cœur de nos consommateurs et surtout le cœur de nos consommateurs de demain, ceux qui se déclarent néophytes, donc qui déclarent ne pas s'y connaître, a diminué de 22 points. Ils sont passés de 65% qui déclaraient ne pas s'y connaître en 2011 et ils ne sont désormais que 43% à déclarer ne pas s'y connaître. Alors, au-delà de la connaissance, il y a un deuxième critère qu'on observe, c'est la notion d'intérêt. Est-ce que le consommateur déclare s'intéresser au vin, puisqu'on peut finalement bien s'y connaître, mais pas forcément s'y intéresser. Et là encore, les indicateurs sont positifs, puisque 62% des consommateurs déclarent s'intéresser au vin, et ça, c'est en augmentation de 12 points par rapport à la dernière édition. Alors, une bonne nouvelle supplémentaire. Alors vous allez me dire qu'en cette période un petit peu compliquée, on ne va pas se plaindre d'avoir des bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle, c'est que la catégorie de ce qu'on va appeler les grands consommateurs, c'est une catégorie qui recrute. En effet, aujourd'hui, 50% des Français se déclarent grands consommateurs, contre seulement 36% en 2019. Alors, petit point de précision dans notre méthodologie, ce qu'on appelle un grand consommateur, c'est quelqu'un qui déclare consommer du vin une à plusieurs fois par semaine. Un consommateur régulier sont ceux qui déclarent consommer du vin une à plusieurs fois par mois. Et enfin, un consommateur occasionnel est un consommateur qui déclare consommer du vin une à plusieurs fois par an. Alors, on n'oublie pas une catégorie, qui est cette catégorie des non-consommateurs. Et ce que l'on note, c'est que malgré ce qu'on pourrait entendre ou malgré des idées reçues, ce nombre n'augmente pas. Il est même dans nos données en légère régression, puisqu'il est passé à 11% en 2020 contre 16% en 2019. Alors, ensuite, nous avons demandé aux Français quels étaient leurs critères de choix principaux en ce qui concerne le vin. Alors, on leur pose cette question indépendamment de la couleur, parce que là, c'est vraiment les critères plus généraux. Alors, vous allez voir, il y a un changement qui est particulièrement intéressant à noter. Alors, il n'est pas dans les deux premiers critères, puisque le premier critère de choix reste inchangé, c'est la région d'origine. Le second critère de choix, c'est le prix. Et là où il y a une modification, et c'est une modification qui me semble assez riche en sens, c'est que le cépage devient le troisième critère de choix principal des Français devant l'appellation d'origine, qui n'est que quatrième à 22%. Alors, l'appellation reste un critère important, mais le cépage passe symboliquement devant pour cette édition. Alors, nous venons de voir que la région de production était le premier critère de choix des Français. Donc, on a voulu savoir quelles étaient les régions préférées en termes de consommation de vin. Alors, petite précision qui a une importance, ce qu'on va vous présenter ne sont pas des parts de marché, ce ne sont pas les parts de marché de ces appellations, mais bien la part des Français qui déclarent consommer le plus souvent cette appellation. Alors, dans notre top 6, en premier, comme l'an passé, on va retrouver la région de Bordeaux. Alors, c'est vrai qu'également, dans les médias, on peut entendre parler de la notion de Bordeaux bashing. Donc, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans nos données, puisque l'on voit que Bordeaux et la préférence pour les vins de Bordeaux est même en légère croissance de 3 points par rapport à 2019. En seconde position, on va retrouver des régions chères à nos cœurs, la Champagne et également la Bourgogne, qui sont toutes les deux à 27% pour les Français. On va retrouver en quatrième position la Provence, en croissance assez significative de 5 points, qu'on peut, je pense, majoritairement attribuer au rosé. Et on va retrouver en cinquième et sixième position la vallée du Rhône et l'Alsace, qui sont toutes les deux en légère croissance. Voilà, c'est les points essentiellement qu'on voulait partager dans un premier temps, en tout cas, sur le rapport des Français au vin. Pour avoir une analyse plus approfondie, parce qu'on a beaucoup plus de chiffres que présentés là, on vous invite à partir de demain à écouter notre podcast sur la plateforme SoWine Talks. Et alors, il y a une question qu'on peut se poser, Marie, c'est est-ce que le confinement a changé les choses en termes de consommation de vin et du rapport au vin ? Merci Arnaud. Alors oui, qui dit année 2020 dit année particulière, et je crois que le secteur des vins et des spiritueux n'a pas échappé à ces restrictions qui ont été celles que nous avons subies pendant l'année 2020, et puis également à des nouvelles habitudes de consommation qu'on a pu observer. Alors la première question qu'on a posée aux Français, c'est de leur demander s'ils avaient l'impression que pendant les périodes de confinement, leur consommation d'alcool avait augmenté.
Et peut-être que c'est une réponse qui va vous surprendre, mais la réponse est majoritairement non. Majoritairement, les consommateurs de vin n'ont pas augmenté leur consommation de vin pendant les confinements, et ça, c'est une réponse qu'ils donnent à 76%. Si on rentre dans le détail de cette consommation, et qu'on ne parle pas uniquement du vin, mais des autres boissons alcoolisées, on constate que c'est encore plus important. C'est-à-dire que quand on parle de bière, la réponse est non à 78%. Quand on parle de cocktail ou de champagne, la réponse c'est non à 86%. Et quand on parle de spiritueux purs ou de vin effervescent, la réponse est non à 87%. Donc ça, ce sont les données chiffrées pour l'ensemble des répondants. C'est un constat qui, bien évidemment, est un petit peu inférieur quand on parle des grands consommateurs en particulier. Donc Arnaud l'a dit tout à l'heure, les grands consommateurs sont ceux qui consomment 1 à plusieurs fois par semaine. Pour ce qui est des grands consommateurs de vin, ils sont quand même toujours majoritairement en réponse négative à cette question, à 65%. Et puis les grands consommateurs de spiritueux en cocktail, eux en revanche, sont 53% à déclarer avoir augmenté leur consommation de spiritueux en cocktail pendant les confinements. Donc on peut imaginer que le temps libre qui nous a été laissé pendant cette période un peu particulière leur a permis de s'intéresser davantage à la mixologie et de prendre davantage le temps pour élaborer de nouveaux cocktails. Alors on verra tout à l'heure avec Sylvain l'évolution des ventes de vin et de spiritueux en ligne en 2020. Spécifiquement pendant le confinement, on a également posé la question aux Français de savoir s'ils avaient davantage acheté en ligne pendant ces périodes-là et surtout de savoir ce qui les avait poussés à acheter davantage en ligne. Et ce qui a poussé les Français à acheter davantage en ligne pendant les confinements, c'est 3 choses. D'abord, à 30% des réponses pour découvrir de nouvelles références, donc prendre le temps de mieux s'informer et d'aller découvrir de nouvelles références et de faire des tests et des essais. En deuxième réponse, à 23%, c'est une volonté d'acheter du vin simplement pour sa consommation courante. Et un fait notable, on a beaucoup entendu parler de solidarité pendant l'année 2020. Et 17% des répondants répondent qu'ils ont acheté davantage en ligne pour soutenir les producteurs. Donc ça nous semble effectivement intéressant à souligner. Voilà. Alors, autre point quand même aussi notable, quand on interroge les acheteurs de vin en ligne, ceux qui achètent habituellement du vin en ligne, ils sont 29% à répondre qu'ils n'ont pas acheté de vin en ligne pendant le confinement. Donc on peut supposer qu'ils ont fait leur fond de placard ou leur fond de cave pour aller découvrir les pépites qui restaient et qui étaient cachées chez eux depuis plusieurs années et aller redécouvrir et redéguster ces vins et ces spiritueux. Voilà pour le focus confinement. Je vais laisser la parole à Sylvain pour développer les résultats de ce baromètre SoWine Dynata sur les questions du rapport des Français au digital. Merci Marie. Alors le digital, comme vous le savez, c'est un questionnement qui est au cœur en fait du baromètre depuis 2010. C'était en grande partie le sujet qu'on voulait couvrir quand on a lancé cette étude avec Dynata, que de mieux appréhender, mieux comprendre en fait la manière dont les Français utilisent Internet globalement pour s'informer et puis pour acheter du vin en ligne. Ce qu'on notera, et ça c'est quelque chose effectivement qui au contexte lié au confinement n'est pas étonnant, c'est que bien Internet effectivement en termes de sources d'information a pris effectivement une position intéressante, importante et en progression. Ça reste la 3e source d'information derrière les pros et l'entourage. C'est l'entourage qui reste à 46% la première source d'information. Alors évidemment, l'entourage aujourd'hui, c'est aussi notre entourage numérique, c'est les réseaux sociaux, donc il y a une petite part de digital là-dedans. Et puis les pros à 41%, puisque du coup, le deuxième source d'information privilégiée par les Français, c'est les pros. Donc Internet se place à 21%, 3e source d'information en matière de vin et pour préparer ces achats éventuellement directement en ligne. On verra après sur la transformation ce qu'il faut en penser. En effet de loupe, en fait, on a interrogé, dans le contexte effectivement des évolutions liées au confinement, les Français sur la capacité d'avoir fait évoluer du coup leur mode de consommation de contenu et de sources d'information avant d'acheter. Globalement, c'est en faveur en fait, de l'ensemble des sources d'information, mais du coup, dans ces moments un petit peu particuliers, c'est vraiment le digital qui a pris de l'essor, puisque 38% d'entre eux nous disent avoir du coup consulté et découvert des sites web en fait, pour s'informer, et 37% les réseaux sociaux, ce qui représente du coup dans ce moment un petit peu particulier des progressions quand même assez significatives. Alors,
les sources d'information sur le digital et en particulier les réseaux sociaux, c'est évidemment bien un de nos sujets un peu chouchou qu'on a cherché à creuser d'une année sur l'autre, et on a la possibilité maintenant depuis 10 ans de voir ces évolutions et la manière du coup dont les Français consomment les réseaux sociaux, les utilisent et avec quelle fréquence. Voilà à quel point en fait c'est inscrit aujourd'hui dans leur quotidien. Alors les deux premières plateformes qui sont vraiment en haut du podium et qui finalement consolident leur position prégnante, c'est YouTube à 84% et Facebook à 83%. Ces deux plateformes sont en progression de 2 points, donc légère progression, mais finalement viennent encore consolider leur place. En revanche, si on regarde de façon un tout petit peu plus précise la manière dont ces comportements s'inscrivent effectivement dans le quotidien des Français, il est intéressant de noter qu'ils sont même jusqu'à 52% à déclarer consulter Facebook quotidiennement. C'est-à-dire qu'on a un Français sur 2 qui nous disent être sur Facebook tous les jours. Si on regarde plus globalement les autres plateformes, celle qui gagne effectivement le plus de terrain, et ça déjà depuis plusieurs années maintenant, eh bien, c'est évidemment Instagram, qui se positionne aujourd'hui à 52%, soit un gain de plus 9 points, ce qui est quand même une progression vraiment significative, avec maintenant 28% d'utilisateurs quotidiens. Donc on est presque à un Français sur 3 quotidiennement connecté à Instagram. Alors la plus forte progression, et on ne peut que s'en satisfaire aujourd'hui, c'est, vous allez comprendre, LinkedIn. Puisque LinkedIn, aujourd'hui, rassemble 45% d'utilisateurs déclarés, soit une progression de plus 13 points par rapport à 2019. Et entrée fracassante dans notre palmarès cette année, la plateforme TikTok, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on leur posait la question, mais qui se positionne quand même avec 33% d'utilisateurs, donc un Français sur 3 qui se disent avoir du coup utilisé une fois au moins TikTok. Et ça, du coup, quand on regarde en détail, ça fait quand même 12% d'utilisateurs réguliers. Et quand on sait que TikTok, effectivement, est une plateforme qui rassemble notamment les plus jeunes, il est important de relever, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur notre échantillon, qu'on s'intéresse à des Français qui ont plus de 18 ans. Donc c'est bien des Français qui ont plus de 18 ans qui ont là répondu, et ils sont donc bien 33% d'entre eux à utiliser TikTok. Alors, les réseaux sociaux, ils ont un rôle d'information. On parlait tout à l'heure effectivement d'entourage. Ça participe effectivement bien de créer du coup de façon conversationnelle des échanges avec ses amis, avec ses proches. Mais c'est aussi des plateformes en fait qui sont de nature à engager les utilisateurs à suivre des influenceurs, à suivre des personnalités publiques qui, du coup, délivrent des conseils, enfin délivrent effectivement de leur personnalité et déploient des lignes éditoriales et engagent du coup des followers, en fait, des personnes qui vont les suivre en tant qu'abonnés. Et ça, bien, du coup, globalement, c'est quelque chose qu'on suit là aussi depuis plusieurs années. Et ce qu'on relève bien, cette année, c'est que la plateforme qui a le plus d'engagement d'influence, au sens de plus de Français à suivre des d'influenceurs, eh bien c'est Instagram, puisque 63% des Français qui du coup sont sur Instagram déclarent suivre des comptes d'influenceurs sur la plateforme. Et on est juste derrière avec 59% avec TikTok, qui est du coup également une plateforme qui engage assez largement du coup les Français à suivre des influenceurs. Alors, on suit des influenceurs, ok, mais quelles sont les thématiques, enfin, quels sont les sujets en fait privilégiés en termes d'engagement? Pourquoi je vais suivre cet influenceur plutôt qu'un autre? Eh bien, du coup, cette année, le baromètre nous révèle une information vraiment intéressante, très intéressante en termes d'évolution de ce classement des thématiques. Alors, évidemment, il y a des raisons à ça, on ne s'en étonnera pas. Eh bien, c'est la gastronomie qui prend la tête avec un gain très important de 14 points, donc à 41%, c'est la gastronomie qui est le thème aujourd'hui privilégié par les Français en termes de thématique pour suivre des influenceurs. Alors je pense que c'est certainement que beaucoup d'entre nous avons essayé effectivement de reproduire des recettes ou suivre des chefs sur Instagram, mais c'est assez intéressant et notable évidemment dans notre lien vin spiritueux et gastronomie de voir effectivement que c'est un thème qui rassemble largement, et ça devant la musique à 38%, la mode et les voyages respectivement à 32%. Alors, on parle des plateformes et des influenceurs. Et dans ces thématiques,
quelle est la place spécifiquement qu'on peut du coup accorder à l'appréciation des vins spiritueux. Eh bien, quand on leur pose la question de ces thématiques, il y en a 28% qui se disent du coup engagés dans du coup, le fait de suivre des influenceurs qui ont un lien avec le thème des vins spiritueux. Et ça représente quand même un gain de plus 13 points. Donc on voit que par-delà la gastronomie, les vins spiritueux est un thème en fait, qui intéresse de plus en plus de Français connectés sur les réseaux sociaux. Alors, on parle d'influenceurs, on parle d'influence. Je pense que ça renvoie évidemment à une question centrale, une question majeure, presque philosophique. C'est est-ce que les influenceurs influencent ? Voilà. Eh bien, c'est une question qu'on pose depuis un certain temps, dans cette étude, spécifiquement dans ce volet influence. Et ce qu'on relève cette année, c'est que 57% des Français qui suivent des comptes d'influenceurs déclarent accorder une grande importance à leurs conseils. On n'a gardé que la partie grande importance, ce qui se traduit également par une progression de plus 12 points. Donc on voit qu'effectivement, on est dans une importance accordée. C'est-à-dire que les Français qui suivent des influenceurs, en fait, eh bien, quand même pour une grande partie d'entre eux, ils le font parce qu'effectivement, ils ont l'impression qu'ils ont quelque chose à leur apprendre, qu'ils leur racontent quelque chose, qu'ils partagent un petit peu de leur vie et qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui les intéresse et qui a de l'importance pour eux. Et en effet de loupe, si on examine en fait le comportement des grands acheteurs de vin, donc c'est des acheteurs en fait qui achètent une à plusieurs fois du vin par semaine, eh bien ces grands acheteurs de vin, à 50%, donc 1 sur 2, nous disent avoir déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux qu'ils suivent. Et donc ça, en fait, ça traduit bien le fait que ça influence, ça a de l'importance, mais ça va même en fait de manière assez décisive jusqu'à la transformation à l'acte d'achat. Alors, grand teasing sur l'acte d'achat, puisque c'est évidemment un des sujets et un des thèmes majeurs. Et c'est évidemment une des questions qui se posait plus globalement liées à ces périodes de confinement, qui est des rapports des Français à l'achat de vin en ligne. Eh bien, souvenons-nous qu'on était en 2010 à seulement 10% d'acheteurs. Un Français sur 10 seulement avait déclaré acheter une fois du vin en ligne. On a rencontré ensuite une progression assez nette sur un effet plateau pendant plusieurs années autour de 30%, 33%, 34%. Eh bien, cette année, en 2020, les chiffres de décembre 2020 nous indiquent que 46% des Français se déclarent acheteurs de vin sur Internet. Donc on est passé de 31 à 46% cette année, ce qui représente en fait plus 15 points de croissance, ce qui est quand même assez colossal. Et qui, quand on le regarde de manière un peu plus fine, se traduit bien par le recrutement d'acheteurs de vin en ligne qui n'avaient pas jusqu'à présent considéré l'achat, et par une fréquence également d'achat en ligne qui a plutôt eu tendance à augmenter avec des acheteurs de plus en plus réguliers. Maintenant, si on fait un temps d'arrêt en fait sur la nature des produits achetés en ligne, en tout cas en termes de positionnement prix, ce qu'on relève, et ça c'est effectivement quelque chose qu'on a pu noter déjà depuis longtemps, c'est que Internet est plutôt effectivement un canal d'achat en faveur de produits mieux valorisés, de produits qui du coup occupent des positionnements un petit peu plus élevés que les moyennes dans un canal de distribution plus traditionnel offline. Et en l'occurrence, on a 47% des Français qui déclarent en fait acheter des vins dans le segment 11-20 euros. Ce qui est du coup la primauté, le premier segment, et 22% même qui déclarent en fait dépenser plus de 20 euros, ce qui fait qu'au total on a 69% de ces Français qui finalement dépensent plus de 11 euros à la bouteille. Donc ça a tendance à progresser. On voit effectivement que du coup l'Internet se confirme comme étant quand même un canal de prédilection pour des bouteilles mieux valorisées que dans le réseau physique traditionnel. Alors voilà pour les premiers enseignements du digital. Encore une fois, il y a beaucoup d'informations qu'on aura l'occasion de partager avec vous en complément par la suite. Ce que je vous propose, du coup, c'est de quitter le terrain du digital pour aller, du coup, invoquer l'univers du bio. Alors, Marie, qu'est-ce qu'on peut penser ? Quelles sont les informations liées aux Français et le bio en 2020 ?
Merci Sylvain. Alors oui, parmi les nouveautés, enfin en tout cas les confirmations de ce baromètre d'Anata 2020, eh bien, le vin bio est entré dans les habitudes de consommation des Français. Et je crois que c'est définitivement le cas. On ne se pose plus la question du vin bio. En fait, aujourd'hui, les Français aiment le vin bio. En tout cas, ce vin bio continue de recruter de nouveaux adeptes. Alors la première donnée importante, c'est celle qui concerne le fait de regarder si une bouteille de vin est bio ou pas avant de l'acheter. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a les 2/3 des Français, 67%, qui prennent le temps de regarder si une bouteille de vin est bio avant d'acheter du vin. Alors c'est une donnée d'autant plus notable qu'elle est en forte augmentation puisque ce chiffre était inférieur de 31 points en 2019. Donc aujourd'hui, on est à 67% des Français qui font cela et on se pose la question du coup de dire est-ce qu'une fois qu'ils ont regardé si le vin est bio, est-ce qu'ils l'achètent ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. La réponse n'est pas aussi évidente. Ils ne sont que 41% à acheter du vin bio en général et encore, ce sont des achats occasionnels quelques fois par an. Alors ce 67%, j'y reviens parce qu'il est important en soi. Il est encore plus important quand on parle aux moins de 25 ans. Les moins de 25 ans sont 71% à vérifier ce critère avant de choisir un vin. Ça, c'est un chiffre qui est en hausse de 40 points par rapport à 2019. Et puis c'est une tendance qui est également assez remarquable chez les connaisseurs en vin, puisque là on atteint 85%, une hausse de 21 points. Et c'est aussi vrai chez les néophytes, qui sont 60% à regarder si une bouteille de vin est bio avant d'acheter, une hausse de 36 points. Voilà. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les Français sont des acheteurs de vin bio, mais pour autant, ça n'est pas systématique, c'est plutôt occasionnel. Donc quelques fois par an à 41%. Et pour autant, la part des acheteurs réguliers et des grands acheteurs de vin bio, elle progresse si on les cumule, puisqu'elle gagne 13 points par rapport à 2019 à 37%. Autre point intéressant sur le vin bio, quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de Français qui n'achètent jamais de vin bio. Ils sont cette année 21%, et c'est quand même un chiffre qui est en baisse de 13% par rapport à 2019. Alors toujours sur le vin bio, on s'est intéressé à savoir quels étaient les critères pour l'achat de ce vin bio, quelles sont les motivations et quels sont les freins quand on veut acheter du vin bio. Alors parmi les motivations, les 3 premières motivations, c'est le respect de l'environnement, pour 49% des réponses. Pour 44% des réponses, c'est de s'assurer la qualité du vin. Donc la question de la qualité du vin bio n'est plus une question aujourd'hui pour les Français. Et pour 37% des réponses, c'est de faire attention à sa santé. Et quand on se pose la question des freins, pourquoi est-ce que je n'achète pas de vin bio ? La première réponse à 45%, c'est parce que le prix du vin bio est trop élevé. Et la deuxième réponse, c'est 20% des réponses et c'est la crainte d'un goût différent. Voilà. Et puis on parlait tout à l'heure de la valeur et de la valorisation des vins. Alors dans le cas des vins bio, c'est encore plus vrai puisqu'on a de plus en plus d'acheteurs qui sont prêts à payer plus cher un vin s'il est certifié bio. Ils sont 57% à répondre favorablement à cette possibilité. Et c'est un chiffre qui est en hausse de 10 points par rapport à 2019. Et si on va un tout petit peu plus loin dans le détail, on remarque que plus on s'y connaît en vin, plus on est prêt à y mettre le prix, puisque à cette question, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher votre vin s'il est labellisé bio ? 64% des connaisseurs répondent oui. Voilà, petit focus sur le vin bio. On a parlé beaucoup de vin jusque-là. On va maintenant parler de spiritueux, un autre thème qui nous est cher. Je repasse la parole à Sylvain. Merci Marie, merci pour ces enseignements sur le bio. Alors on n'a pas de focus sur les spiritueux bio, donc je vais pour le moment me faire le chantre des informations recueillies sur le baromètre de façon globale. Et vous parlez du rapport des Français avec les spiritueux. Alors ce thème, les spiritueux, est un sujet qui, et c'est aussi intéressant, et je pense une très bonne nouvelle pour les producteurs de spiritueux, un sujet qui intéresse qui intéresse de plus en plus les Français, puisqu'ils sont 48% d'entre eux aujourd'hui à se déclarer du coup intéressés par l'univers des spiritueux. Donc c'est un tout petit peu en deçà de l'intérêt démontré pour le vin, mais c'est quand même un Français sur 2. Et surtout, c'est une progression très sensible, très nette, à plus 11 points depuis 2019. Donc c'est vraiment un sujet qui, manifestement, sur l'année 2020, peut-être que les conditions ont prêté à ça, à créer en fait une capacité du coup à développer de l'intérêt pour les Français envers ce sujet-là.
Et après, du coup, en détail, alors évidemment, dans l'étude, on va assez loin dans l'analyse des préférences de consommation, plutôt neat, pure ou en cocktail. Mais globalement, en fait, si on examine globalement la capacité des Français à se dire amateurs, éclairés ou connaisseurs, eh bien, en fait, ça, c'est quelque chose qui effectivement se développe, progresse, puisqu'on a 43% des Français qui nous disent être se décrire en tant que consommateurs, amateurs éclairés ou connaisseurs, avec une progression de plus 5 points. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on retraite, on creuse cette question, qu'on l'examine notamment sur un critère d'âge, eh bien on voit que cette progression, enfin, c'est-à-dire la capacité du coup des Français à se déclarer comme amateurs, éclairés ou connaisseurs, c'est une progression qui est encore un peu plus nette chez les 18-25 ans, puisqu'on gagne 8 points, même si globalement, par rapport à la moyenne, il y a seulement 37% de 18-25 ans qui se déclarent amateurs éclairés de spiritueux. Alors, les spiritueux, on se disait, c'est des modes de consommation qui peuvent être assez variés. Évidemment, un sujet qui nous importe depuis longtemps, qui est la cocktailisation, la mixologie, et puis le rapport que les Français peuvent entretenir avec ce sujet-là. Est-ce que la mixologie, c'est qu'un sujet pour des bartenders, ou est-ce que c'est un sujet, effectivement, qui progresse en termes d'usage, en termes de connaissances pour les Français, de cas d'application à domicile? Et du coup, bien le baromètre cette année conforte effectivement le thème de la mixologie comme un thème d'intérêt qui progresse pour les Français, puisqu'on a maintenant 40% des Français, ce qui est quand même conséquent, qui se disent du coup versés dans la mixologie. Et ça représente en fait une progression assez nette de plus 7 points par rapport à 2019. Donc on voit que véritablement, au regard de cette progression, c'est un thème d'intérêt qui progresse. Et de nouveau, si on fait cet effet de loupe avec du coup une catégorie d'âge de jeunes consommateurs, 18-25 ans, eh bien là on voit que la mixologie est un thème qui est encore plus net dans leurs préférences, puisqu'ils sont 53% d'entre eux à se déclarer adeptes de mixologie, amateurs de mixologie. Et ça, c'est un gain de plus 14 points par rapport à 2019. Donc les jeunes sont effectivement vraiment encore un peu plus que les autres en moyenne intéressés par ce sujet de la mixologie. Alors, les spiritueux et la mixologie dans les spiritueux, en fait, c'est une grande catégorie. On parle effectivement et on embrasse toute la famille. Et il importait pour nous, bien entendu, chaque année, d'examiner la part de voix et l'intérêt en termes de mode de consommation des différentes catégories. Quels sont les spiritueux favorisés, consommés en préférence par les Français? Bien, on sait, c'était déjà le cas l'an dernier, que c'est le rhum qui occupe la première position du podium, puisqu'on a 82% des Français qui se déclarent consommateurs de rhum. On sait que c'est une catégorie qui est très dynamique et en l'occurrence, elle continue de progresser avec plus 3 points cette année en 2020. Là où le whisky, qui est du coup le deuxième spiritueux favorisé par les Français, est bien stable, enfin, occupe du coup quand même 75% de cette part de voix. Alors, dans ce duo de tête, rhum et whisky, si on examine de façon plus précise la régularité des consommations, ça reste quand même les whiskies qui sont vraiment qui restent être le segment de spiritueux le plus consommé, puisqu'on a 43% de consommateurs réguliers pour le whisky, contre 37% pour le rhum, même si le rhum, du coup, effectivement, dans cette dynamique, progresse et recrute des consommateurs réguliers, puisqu'on a plus 6 points de consommateurs réguliers pour le rhum en 2020 contre plus 2 points pour le whisky. Alors faut-il y voir là aussi un effet confinement. En tout cas, ce sont les deux spiritueux qui occupent le haut du podium. Derrière ces deux catégories, une catégorie qui rencontre une progression très nette. Et on peut sans doute se dire que c'est lié à la mixologie et au cocktail en tant que partenaire assez naturel des cocktails. C'est les liqueurs qui sont du coup à 71% comme spiritueux déclarés consommés par les Français. Et donc une progression quand même très nette de plus 11 points.
qui est assez sensible et qui, du coup, encore une fois, renvoie certainement en fait à la dimension cocktail et cocktailisation et mixologie. La vodka, qui est aussi un partenaire assez naturel de la mixologie, reste stable à 66%, du coup, en 4e position de ce palmarès. Autre élément assez notable du point de vue des catégories, en tout cas des dynamiques de marché dans ces catégories, c'est qu'on relève un intérêt assez manifeste, croissant des Français pour les spiritueux français. Au sens de typiquement français. On sait bien qu'il y a des whiskies et de plus en plus de whisky français. C'est pas quelque chose qu'on a retraité, mais là je vous parle en fait concrètement de cognac, de calvados et d'armagnac. Ce sont 3 catégories de spiritueux qui connaissent en fait cette année une progression vraiment nette, en tout cas dans le déclaratif des Français, puisque le cognac vient occuper la 5e position de notre classement à 63% avec une progression de plus 13 points. Et puis les petits camarades, le calvados c'est 56%, plus 12 points, l'armagnac 52%, plus 11 points. Donc on voit que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez manifeste, cet intérêt, cet amour, je dirais, déclaré, qui favorise, en tout cas dans la dynamique et dans les progressions, les spiritueux typiquement français. Alors, en termes de... On parlait tout à l'heure de prix à la bouteille pour l'achat en ligne. Si on examine cette fois et globalement les dynamiques de prix pour les spiritueux et de budget déclaré à la bouteille, le segment en fait, qui reste aujourd'hui majoritaire à 49%, c'est la catégorie des spiritueux entre 11 et 20 euros. C'est la catégorie de spiritueux qui est du coup en termes de positionnement en prix favorisée par presque un Français sur 2. Mais c'est une part qui décroît de 4 points et qui du coup profite à la catégorie supérieure puisque les bouteilles entre 21 et 50 euros occupent 41%, à 41% la préférence des Français, déclarée des Français, avec un gain de plus 4 points. Et on relèvera que on parle souvent dans les spiritueux de premiumisation, de capacité à créer de la valeur et à vendre des bouteilles à un prix relativement élevé. Eh bien, sur un positionnement prix très haut de gamme, supérieur à 50%, on a 5% de Français qui se déclarent acheteurs en fait, de bouteilles dans ce segment de prix, avec une progression de plus 2 points. Voilà en quelques mots et de manière assez synthétique les éléments qu'on pouvait relever en fait dans le rapport des Français avec les spiritueux et avec les cocktails. Cette dynamique est effectivement globalement plutôt assez positivement tournée vers des chiffres qui se développent et qui progressent. Il nous importait en fait sur ce baromètre d'interroger du coup les Français finalement sur une nouvelle catégorie à la fois vin et spiritueux. Et cette catégorie, c'est les nolos. Alors, les nolos, Kezako, Marie, c'est quoi les nolos? Alors, les nolos, c'est la catégorie du no alcohol et du low alcohol, donc tout ce qui sont ces produits qui ne contiennent pas d'alcool ou qui ont une faible teneur en alcool. Alors effectivement, on a interrogé les Français sur cette catégorie et sur leur connaissance de cette catégorie, parce que c'est une tendance dont on a beaucoup entendu parler en 2020, qui existe depuis déjà quelques années, mais qui a vraiment vu le jour et eu beaucoup de presse l'année dernière. Et on a donc interrogé les Français d'abord pour savoir s'ils déclaraient consommer ces produits-là. Et la réponse est plutôt oui, c'est-à-dire qu'on a un Français sur 3, un peu moins d'un Français sur 3, 27% exactement, qui déclarent consommer ce type de produit. Donc c'est un chiffre élevé au regard de la notoriété relativement récente de cette catégorie. Alors sans surprise, c'est une tendance qui est évidemment un tout petit peu plus importante chez les 18-25 ans, puisque les 18-25 ans sont 40% à déclarer consommer ce type de produit. Et c'est une tendance qui est un peu moins importante chez les 50-65 ans, puisqu'ils sont 14% à déclarer consommer ces produits. Autre point intéressant, c'est une tendance qui ne concerne pas seulement les néophytes, c'est-à-dire des personnes dont on pourrait supposer qu'elles n'ont pas l'habitude de consommer du vin ou d'autres alcools, et donc c'est un peu une primo-accession à la consommation d'alcool. Elle ne concerne pas uniquement les néophytes, puisque la moitié des connaisseurs s'intéressent à la catégorie. Alors, quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils consomment ces produits de la catégorie Nolo, eh bien, les consommateurs répondent que leur premier critère d'intérêt, c'est de faire attention à leur santé. C'est une réponse qui est donnée à 41%.
Leur deuxième critère, c'est la volonté de réduire sa consommation d'alcool. Jusque-là, c'est logique, 41% également. Le goût est également un critère important, à 35%, et le peu de calories associé à 30%. Sachant que si on regarde dans le détail homme-femme, le critère de la santé, il l'emporte chez les femmes à 45%, puisque c'est un critère donc, qui est cité à 45% chez les femmes, mais seulement à 35% chez les hommes. Et à l'inverse, c'est le critère du goût qui l'emporte chez les hommes, critère cité à 41% par les hommes et à 31% seulement par les femmes. Alors, ce qui va être surtout intéressant, c'est d'observer l'évolution de cette nouvelle tendance dans les années à venir, à la fois en termes de fréquence de consommation, à la fois dans l'analyse, dans la durée, des motivations, voire des freins à l'achat de ce type de produit. Voilà pour les résultats du baromètre. Alors de même que pour les tendances et l'évolution de ces tendances par rapport au NOLO, il va être intéressant tout au long des années à venir de voir si les habitudes prises en 2020 et les grandes tendances qui se dégagent de ce baromètre se confirment ou non. Qu'il s'agisse de l'intérêt croissant des Français pour le vin et de leur volonté de toujours mieux s'informer sur le sujet, comme Arnaud nous en a parlé, qu'il s'agisse également de l'utilisation encore plus importante du digital pour s'informer, et puis du boom de l'achat en ligne, qui est un fait notable, comme Sylvain l'a évoqué, ou bien qu'il s'agisse de ces nouvelles habitudes et de ces nouveaux modes de consommation. On sera là évidemment pour l'étudier, puisque l'intérêt du baromètre, c'est de pouvoir nous donner des chiffres d'une année sur l'autre avec des questions qui sont systématiquement posées aux Français. Alors avant de passer aux questions, et je me tourne vers Arnaud, puisqu'Arnaud, tu vas nous dire s'il y a des questions auxquelles tu souhaites que nous répondions tous les trois. Je prends juste 3 secondes pour remercier l'ensemble de l'équipe SoWine qui a partagé et qui nous a aidé à partager ces chiffres et ces données et qui a travaillé corps et âme pendant plusieurs semaines sur ces données. Je remercie également notre partenaire Dynata. Je remercie aussi LinkedIn, puisqu'on était ravis de faire ce premier live pour SoWine sur LinkedIn aujourd'hui. Et je remercie également tous nos clients qui sont fidèles, qui nous soutiennent et qui sont toujours ravis de partager avec nous des informations et des insights autour de ces données barométriques. Alors Arnaud, y a-t-il des questions ? Alors tout à fait, on a un certain nombre de questions. On s'est proposé de vous libérer à 13h, donc on va regarder si on a quelques questions. Il y avait un certain nombre de réactions, je les ai regardées, c'est pour ça que vous me voyez, j'étais scotché à ma tablette plutôt que d'écouter toujours mes partenaires, c'est parce que je lisais les questions au fur et à mesure. Un certain nombre de questions, donc merci pour ces questions. Une première qui pose les questions sur les régions d'origine. Il y avait un grand étonnement sur l'absence de la Loire et du Languedoc. Alors, pour des raisons pratiques, on a fait un top 6 sur ce classement. Bien évidemment, on a mesuré la Loire et le Languedoc-Roussillon. Ils arrivent juste derrière le Languedoc. Alors, je vais être obligé de me retourner vers le maître capello de ces chiffres. Inès, si on pourrait juste redonner les chiffres, parce qu'on est en direct, les chiffres du Languedoc et de la Loire. Voilà. Donc, on va nous les redonner tout de suite. Il y avait une remarque qui disait que la Loire n'apparaissait pas, peut-être aussi parce que les gens considèrent qu'ils boivent des vins de Touraine ou de Muscadet, et donc c'est possible qu'en tant que région globale, peut-être que la Loire apparaîtrait plus haut si on consolidait les régions d'origine. Voilà, je me suis permis de répondre à cette première question. On avait une deuxième question qui concernait la part des sites de vignerons. Sylvain, je sais que c'est un chiffre qu'on observe tous les ans. C'est Etiana du syndicat général des vignerons de Champagne qui nous pose cette question. Est-ce qu'on a le chiffre sur les sites des vignerons ? Oui, absolument. On a les chiffres sur les sites de vignerons. Enfin, globalement, j'ai partagé avec vous notre joie de voir le boom des ventes en ligne. On analyse évidemment de manière détaillée quels sont les canaux privilégiés pour l'achat en ligne. Et ça depuis plusieurs années. Et on a vu effectivement que pendant 10 ans, il y a eu différentes tendances qui ont fait émerger et qui ont fait progresser l'achat en ligne. Sur un fut un temps, c'est les ventes privées qui ont aidé à démocratiser ça, les box, la grande distribution avec les drives. Et du coup, l'achat direct producteur, c'était un des premiers critères au début de l'étude.
qui s'est un tout petit peu déprécié avec le temps, parce que en 2010, je pense qu'en grande partie les gens, en répondant en fait à cette question, se projetaient dans un achat direct et pas directement avec une boutique en ligne e-commerce, mais potentiellement en ayant téléchargé un bon de commande PDF. Aujourd'hui, je pense que dans la culture du digital et du e-commerce, quand on pose la question en fait sur les lieux d'achat, on parle vraiment de boutiques en ligne. Et il est intéressant de noter effectivement cette année que c'est les sites de producteurs qui retrouvent effectivement du coup la première place, en tout cas à touche-touche avec les autres circuits, et qu'en réalité les choses se tassent un tout petit peu, c'est-à-dire que même s'il y a une primauté qui est un petit peu grandissante pour les sites de producteurs, globalement les choses se tassent et il n'y a plus vraiment réellement de canal, de modèle en fait de vente en ligne qui a la prédilection des Français. En revanche, c'est intéressant de noter que c'est quand même en faveur, sur ces chiffres 2020, effectivement, des sites de producteurs. Merci. Alors, comme on est en live, je gère avec l'équipe aussi pour essayer d'avoir les chiffres les plus précis. Il y avait une question plus particulière sur le Drive. Si on allait sur les chiffres sur le Drive, alors de mémoire, Sylvain, tu me corriges, on ne les extrait pas particulièrement des ventes en ligne, de façon à garder aussi la même méthodologie depuis une dizaine d'années, puisque quand on a commencé le baromètre, le Drive n'existait pas, donc on l'a pas mesuré précisément, je crois, dans cette édition. Non, effectivement, je confirme que nous sommes du coup dans une analyse. Quand je vous parlais du coup des différents canaux d'acquisition possibles, la grande distribution effectivement est traitée globalement, y compris dans sa dynamique Drive. Donc c'est pas quelque chose que je suis capable d'extraire. En revanche, les dynamiques derrière l'achat déclaré en ligne, typé grande distribution, est très probablement, et c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, teinté du développement du Drive. Ok, alors j'ai une question pour Marie. Au niveau Nolo, est-ce qu'on a déjà des données sur les hard sellers ou est-ce que c'est encore trop tôt ? Alors, on n'a pas des données qui viennent du baromètre, en tout cas sur les hard sellers. C'est-à-dire que nous, on a posé la question à nos Français de leur consommation générale des Nolo, mais sans rentrer dans le détail du baromètre, sans entrer dans le détail des hard sellers. Pour autant, les hard sellers, il y a d'ailleurs un SoWine Talks qui est dédié à ce sujet-là, sont effectivement la catégorie des Nolo qui a le plus fait parler d'elle en 2020, avec donc c'est ces eaux aromatisées pétillantes qui sont légèrement alcoolisées, qui ont le plus fait parler d'elle en 2020. Donc à suivre bien évidemment. Il y avait un certain nombre de questions aussi sur les vins étrangers, les vins du monde. Donc là, je regarde les notes. On a un quart des consommateurs français qui déclarent ne pas consommer de vins qui ne sont pas français. Et on a 23% des consommateurs de vins. Alors là, il faut que je dise de bêtises. La moitié des consommateurs, 46% des consommateurs de vin consomment des vins de régions de pays étrangers. 46% d'entre eux des vins qui reviennent plutôt de pays européens, enfin de ce qu'on va appeler l'ancien monde viticole. Et on a 23% des gens qui préfèrent les vins du Nouveau Monde, l'Argentine, l'Australie, le Chili, la Nouvelle-Zélande. Ce qui est intéressant, puisque j'ai le slide sous les yeux, le slide de détail sous les yeux, c'est que 49% des gens qui déclarent acheter des vins étrangers, qui ne sont pas français, déclarent le faire pour leur goût. Donc voilà, c'est une information qui est intéressante en termes de critères de choix. Je regarde donc toujours en live différentes questions. Il y a beaucoup de questions. Ouais, des questions sur l'absence du critère vin bio dans les critères d'achat. Là, il faudra qu'on regarde un petit peu en détail. Est-ce qu'il apparaît le fait que le vin soit bio dans les critères d'achat ? On regarde dans les détails. Également des questions sur les labels. Alors je crois que le sujet des labels, des différents labels et du poids de la reconnaissance du label bio, biodynamie, nature ou d'autres labels environnementaux fera l'objet vraiment d'une session détaillée. Donc je vous invite à écouter le SoWine Talk lié à ce sujet. Mais... Sur les labels, je peux juste quand même préciser une chose. Donc sur les labels, oui, bien évidemment, on a interrogé les Français pour connaître leur niveau de connaissance des différents labels. L'année dernière, quand on les avait interrogés, le constat global qu'on avait fait, c'est que les labels, c'était une nébuleuse. En gros, personne n'y connaît rien. Alors le label AB, le petit label vert AB, est très connu des Français. Les trois quarts des Français le reconnaissent parfaitement. C'est d'ailleurs un critère assez français. Quand on pose la question à des étrangers, ils le connaissent beaucoup moins.
Mais ce label-là est très connu. Les autres labels, qu'il s'agisse de Déméter, de Terravitis ou autres, ils le sont un peu moins. Ils ont un niveau de notoriété qui est un peu inférieur, mais qui est quand même existant. En revanche, la compréhension de ce que recoupent ces labels, de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils impliquent derrière du point de vue de l'élevage du vin ou de la conduite de la vigne, elle est assez encore opaque pour les Français. Mais ça fera l'objet, donc à la fois, Arnaud l'a dit, d'un SoWine Talks dédié, et ça sera également l'objet d'une étude dédiée, d'une présentation dédiée sur l'ensemble des labels globalement qui existent dans le monde du vin et des spiritueux, pour rendre tout ceci un tout petit peu plus digeste et compréhensible. Je note une question également complexe. On n'a pas la réponse, mais on pourrait l'avoir. Il faudrait qu'on fasse peut-être un tri spécifique sur savoir si la mixologie peut être un levier de développement pour les champagnes. C'était une question qui nous vient de Champagne. Ce sera intéressant de faire le tri, on ne l'a pas fait je crois, mais on peut le faire, de faire le tri entre l'appétence pour le champagne et l'appétence pour la mixologie et de voir si effectivement on a une correspondance, une corrélation forte. C'est un sujet effectivement qui est du coup à notre portée pour en tout cas l'analyser et le traiter, qui ne fait pas partie en tout cas aujourd'hui des éléments qu'on a fait remonter en termes d'analyse. Mais on a évidemment la capacité, par rapport aux répondants qui, par exemple, favorisent le champagne, le corréler directement avec leur réponse en termes de mixologie, pour voir, comme tu le disais Arnaud, s'il y a un lien de corrélation, effectivement, si on a une prépondérance dans les consommateurs de champagne en consommateurs de cocktails, et si c'est effectivement un geste quelque part qui est associé. De la même manière qu'on examine également la catégorie vin effervescent par-delà la catégorie champagne, pour voir du coup s'il y a un biais entre consommateurs plutôt d'effervescent ou consommateurs de champagne dans leur rapport à la mixologie. Est-ce qu'on a des datas sur les vins naturels, nous demande Benjamin. Il y a un sujet, on a posé la question de savoir si le terme vin naturel était reconnu. Et ce que je dans mon souvenir, effectivement, c'est quelque chose qui est en forte augmentation. Oui, forte augmentation, en particulier sur le label des vins naturels, qui lui est reconnu à 45% par les Français, ce qui est un chiffre très important, en très forte augmentation. Donc effectivement, la notion de vin naturel est connue des Français. Là, j'ai envie de faire la même réponse que sur les labels globalement. Est-ce que réellement les Français savent ce que veut dire vin naturel ? En tout cas, ça prouve quand même un intérêt pour des vins qui sont originaux, qui sortent des sentiers battus. Et puis dans le mot naturel, il y a évidemment aussi toutes ces notions dont on a discuté tout à l'heure, ce qui sont des critères d'achat. Vin naturel, ça veut sans doute dire dans l'esprit du Français qu'on fait attention à l'environnement. Et puis surtout, quand on l'achète et quand on le consomme, eh bien, on fait attention à sa santé. Donc on consomme du vin, mais sans pour autant trop prendre de risques. Sans doute y a-t-il ceci derrière. En tout cas, les vins naturels, oui, sont reconnus. Ça fera l'objet aussi d'une description un peu plus détaillée sur l'étude dédiée qu'on mettra en ligne dans quelques semaines. On nous demande également si on sait mesurer déjà l'impact sur le CHR. Alors l'impact du confinement sur la baisse des ventes en CHR, ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas observer en tant que tel, si je ne dis pas de bêtises. Non, en fait, on ne l'a pas observé pour une bonne et simple raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas posé la question aux Français de savoir s'ils avaient consommé du vin ou des champagnes ou des spiritueux plutôt en café, hôtel, restaurant cette année, pour la bonne et simple raison que la réponse aurait été plutôt non, du fait de la fermeture des cafés, hôtels, restaurants. Donc, ce n'est pas une question qu'on a posée cette année, directement en tout cas. Je pense avoir fait un premier tour. Alors, a-t-on aussi des données sur la part de voix du Beaujolais, plus spécifiquement dans les préférences régionales des Français? Donc oui, le Beaujolais ainsi que la Loire et le Languedoc, de mémoire, ils se tiennent dans un mouchoir de poche, je regarde les chiffres. Le Beaujolais est à 14%, la Loire à 12%, le Languedoc à 12% et le sud-ouest à 14%. Donc on a vraiment ce bloc autour de 12% sur ces régions d'appellation. Je précise aussi un point sur ces questions de régions d'origine. Nous n'étudions que les régions d'origine et à ce titre les IGP ne sont pas proposés comme mention. Et c'est vrai que ce sera sûrement des choses aussi à faire évoluer dans le temps. Oui, avec toute la précaution d'usage en fait, qu'on a déjà énoncée. Il s'agit en fait de déclaratif et de l'opinion. Et il y a une réponse à la question le plus souvent consommée. Donc finalement, qu'est-ce qui est top of mind? Donc en fait, pour moi, c'est vraiment en fait le marqueur effectivement d'un forme de baromètre de notoriété de ces différentes régions, de ces différentes appellations. En revanche, c'est
complètement à déconnecter de la réalité des ventes, puisque je pense que ça soit la Loire ou le Languedoc, qui surpondèrent assez nettement en réalité en termes d'actes d'achat sur ce qui est en fait aujourd'hui ce baromètre de notoriété. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est justement à la limite de voir à quel point il y a parfois une déconnexion entre la réalité de sortie de caisse et l'achat réel et l'achat déclaré. Top of mind en fait, c'est en réalité qu'est-ce qui vient en tête en tant que Français, peut-être un tout petit peu plus naturellement en termes de région d'appellation, même si la question est clairement énoncée. Quelles sont les régions que vous consommez que vous achetez le plus régulièrement? En tout état de cause, on sera ravis de vous inviter demain à partager avec nous un certain nombre de ces questions et des réponses à ces questions lors d'un débrief que nous faisons demain sur Clubhouse. Oui, Clubhouse, le nouveau média dont on parle, le nouveau média social dont on parle. Donc voilà, on vous invite dans une room demain sur Clubhouse pour vraiment débriefer à chaud et là en mode très conversationnel. On aura l'occasion d'échanger, on aura l'occasion aussi de retraverser les questions que vous nous avez posées, d'aller peut-être plus dans le détail des informations et des données. Bien évidemment, toutes ces informations, vous nous avez demandé si vous aurez les informations. Ces informations et les infographies sont dès à présent, elles ont été mises en ligne ce matin, pendant même que nous parlions sur le site de sowine.com/baromètre. Bien évidemment, si certains d'entre vous, pour des sujets de recherche ou pour des sujets d'approfondissement, souhaitent avoir accès aux données, n'hésitez pas à nous contacter. Ainsi que nos bien-aimés clients, bien évidemment, qui ont accès à toute l'intégralité des données. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, les 5 podcasts qui vont suivre dans les 5 prochaines éditions, qui vont approfondir chacune de ces thématiques. Je crois qu'il nous reste à remercier tout le monde. Il y avait plus de 700 inscrits à cet événement. Donc voilà, on est heureux pour une première édition d'un LinkedIn Live. Merci Arnaud. Merci à tous. Et donc demain à midi, sur Clubhouse pour approfondir le sujet avec vous. Merci beaucoup pour votre participation, de nous avoir suivis pendant cette heure passée ensemble et à très vite. Merci. À bientôt. Au revoir.